De plus en plus de gens bullish sur Twitter, un petit pullback serait sain et plus que probable où on est actuellement, exactement. D'aller retester les 85 000, etc. Tout à fait possible. Évidemment, si tu as une correction de cette manière sur le Bitcoin, les alts vont rebaisser. Mais voilà, pour moi, le scénario le plus probable, c'est que, et on vous le dit depuis des mois, on reste toujours, moi en tout cas, je reste toujours extrêmement haussier. Younes, mais concrètement, les gars, s'il y a Dead Cat Bounce, on part en bear ou c'est juste une nouvelle correction? En fait, c'est si tu clôtures, tu confirmes un scénario. En fait, c'est difficile de dire si tu confirmes le bear parce qu'en fait, le bear, ça dépend sur quoi. Si tu me parles sur BTC, tu me parles sur les alts, tu me parles sur le marché de manière générale, c'est par vague. C'est pas parce que tu pars sur le BTC, par exemple, sur une tendance plutôt baissière ou moins significative à un moment donné que tu pars forcément en bear. Tu peux avoir des rebonds sur d'autres alts, etc. C'est jamais linéaire. Mais en tout cas, un signal fort j'ai pas envie de dire confirmation, mais en tout cas de renforcement vraiment de tendance baissière, c'est une clôture mensuelle en dessous de l'ATH du plus haut du cycle précédent. Si tu as une clôture en dessous du plus haut du cycle précédent, c'est un signal fort. Hein, et je parle bien en clôture. Il faut avoir des mèches. Et si vous avez une clôture en mensuel en dessous de l'ATH du cycle précédent, oui, c'est un signal fort. Après, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts à tout ça. Il vaut mieux être dans le train que de les regarder passer, exactement. Je suis d'accord avec Thibaut. Merde. Je suis d'accord avec Thibaut. Je suis en DCA sur BTC depuis 2018. Je vous le dis avec franchise. Je n'ai rien à faire de cette histoire de rebond du chat mort, exactement. Bah, ça, c'est une manière de voir les choses aussi. Inciter, comme ce que tu as l'air de faire, Kobayashi, en DCA full long terme, sur plusieurs cycles, même plusieurs dizaines d'années sur Bitcoin, avec ton DCA, effectivement, On les a tellement cycles, rien à foutre. tu t'en bats les couilles. Donc, c'est aussi une bonne manière, si tu n'as pas envie de te prendre la tête et de suivre un peu le marché pour essayer de surperformer et de faire un petit peu plus de beurre. Bah, c'est une posture tout à fait compréhensible. Moi, sur une partie de mon portefeuille, c'est ce que je fais aussi. Donc, au moins, tu hedges. Hein. Et à mon avis, sur tes bitcoins achetés depuis 2018, tu dois être avec un beau multiple. Donc, effectivement, ça peut être aussi une bonne manière. Et je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui feraient mieux de faire uniquement ça plutôt que d'essayer de suivre le marché semaine par semaine et essayer de surperformer parce que ça demande d'être très présent et en plus sur ce cycle, pas évident, quoi. C'est clair. C'est clair. Et regardez, par exemple, même Sailor qui n'arrête pas d'acheter des tops, il est toujours en positif par rapport à ses achats. Hein. Il achète du top à effet de levier. Il a augmenté évidemment son prix d'achat moyen là, depuis les derniers achats qu'il a fait sur le top. Mais je crois que son coût de revient moyen par BTC maintenant, c'est 70 000 $ par BTC. Et pourtant, il a chargé. Hein. Il a chargé en fin d'année. Hein. Il a je ne sais plus combien de milliards. D'ailleurs, il a annoncé qu'ils allaient relever 84 millions pour acheter du Bitcoin. Donc, voilà. Bah, il continue, hein, il reste sur ce qu'il fait. Hein. Mais même le Salvador, Salvador qui fait un DCA d'un Bitcoin par jour, des fois c'est un peu plus depuis 2020. Regardez, hein. Je crois que la dernière fois que j'avais regardé, ils étaient à 110% de perf. Voilà. Et puis là, ils sont tranquilles. Hein. Je veux dire, le coût de revient, je crois, pour le Salvador, je ne sais plus combien c'était. C'est moins de 50 000 balles, c'est moins de 45, 50 000 balles. On apprécie d'ailleurs le gros fuck au FMI qui leur avait dit ok, je vous fais le prêt, mais vous arrêtez vos achats de Bitcoin. Ils ont fait oui, t'inquiète pas. Oui, vous inquiétez pas. On fait comme ça. Et oui, la carte grise. Et puis après, c'est tac. Naïb, il continue quoi. Les annonces de Trump sont de moins en moins prises au sérieux. Le marché réagit de moins en moins. Le mec est trop dans le bluff. Ben, c'est de la négo. Hein. C'est de la négo. Hein, quand tu te rends compte que le tweet d'un mec, ça peut relancer les marchés, dites-vous à quoi tient l'incertitude aujourd'hui. Si le mec il t'envoie un tweet en disant les gars, je mets en pause les tarifs pendant 90 jours, les marchés reprennent. Comme à chaque fois, hein, le marché, le pognon et l'humain et émotionnel est incapable de prendre du recul. Incapable. Moi, à chaque fois, je suis sidéré de voir ça. Puis alors, les insultes des moments qu'on se prend, quand t'as le malheur de rester haussier ou bullish quand t'as des news comme ça négatives à côté, tu te fais éclater. Et vraiment, les profils, c'est toujours les mêmes. La dernière fois qu'on avait regardé, la plupart des mecs qui sont les plus vindicatifs et tout, bon, c'est toujours des mecs qui n'ont pas d'expérience, quoi que ce soit. La dernière fois, on avait regardé, truc de fou, on va peut-être le dire en live aussi, je me dis, tu te souviens Théo, on regarde les profils, parce que des fois, il y a des commentaires. Il y a des commentaires de mecs qui nous envoient des merdes, et des fois, ils ont un compte public.
une chaîne YouTube, quelque chose. Et putain, mais c'est le ça fait vraiment penser à Camelot. Putain, mais c'est le rendez-vous des glandus ou quoi là. C'est vraiment, c'est le truc, mec. La dernière fois, le gars, il expliquait comment planter des choux avec ses ongles de pied. Genre, il jouait d'un instrument de musique avec ses pieds, il filmait ses vieux pieds. Genre vraiment, mais c'était ça. C'était des, tu sais, un peu en mode cracheur de feu ou je sais pas trop quoi, mais il y en avait un, c'était, il montrait comment il ouvrait les paquets de chips. C'était la thématique de sa chaîne YouTube. Tu vois. Voilà. Et ça, c'est les gars qui viennent t'insulter. Alors souvent, ils savent pas écrire. Souvent, ils sont pas capables d'articuler 3 mots. Souvent, ils ont pas de bague. Souvent, ils ont pas d'expérience. Et puis, alors putain, quand tu regardes leur contenu, tu dis, oh ouais, c'est compliqué. Les fameux cycles de 4 ans. CF, vos autres vidéos ne sont-ils pas morts à cause de Trump? J'ai fait un live de 2h30. 2h30 sur ça. Donc, tu regarderas dans la playlist live, j'en ai beaucoup parlé. Et pour l'instant, le cycle de 4 ans n'est pas fini, hein. Pour résumer peut-être, parce que j'ai pas vu cette vidéo spécifique, mais moi, ce qui me faisait dire aussi que pour l'instant, on payait un peu pour voir, justement dans cette phase de un peu de marasme, c'est que justement le cycle de 4 ans, bon, normalement, il finit en fin d'année, hein, vers octobre, novembre, si on prend semaine par semaine selon la théorie de Bob Lucas. Donc en fait, dire que le cycle de 4 ans est mort alors qu'on l'a même pas encore fini, c'est un Aujourd'hui, c'est peu trop tôt. c'est un peu prématuré, effectivement. Donc c'est se dire cette fois-ci c'est différent, on va jamais la voir alors qu'on n'a même pas fini. Et peut-être on va attendre de la. Alors, c'est jamais au jour près le mardi à 12h, hein, mais 2, 3, 4 mois après la date pour voir si réellement ça a changé. Et peut-être que c'est le cas, mais aujourd'hui, on n'a même pas fini. Donc se dire que c'est fini, que ça sera plus pareil, alors qu'on n'a même pas passé la zone où ça pourrait vraiment définitivement avoir cette donnée, moi je trouve que c'est un peu tôt. Donc c'était aussi une de mes des théories pour dire cette fois-ci différent, on peut en remarquer tout de suite. Alors peut-être, mais dans tous les cas, ça revient à dire cette fois-ci c'est différent. Tout ce qu'on connaît par le passé, ça n'applique plus. Et donc, on sait très bien ce que ça implique de dire cette fois-ci est différent, ça sera jamais pareil. En général, c'est jamais vraiment le cas. Donc, c'est pour ça qu'on est resté quand même assez prudent en disant on va voir. Alors, sur le moyen terme, il y a quand même des mauvaises nouvelles. Et même encore aujourd'hui, on dit on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup de la macro. Hein, si la Fed décide de ne pas baisser les taux, si Jérôme il reste comme ça, disant non mais je ne baisserai pas les taux, allez vous faire foutre, Trump fait n'importe quoi parce qu'il panique avec les taux d'intérêt pour se refinancer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais bon, on va peut-être, pour le cycle de 4 ans concrètement, on va peut-être attendre que finisse le cycle de 4 ans avant de dire que c'est fini, quoi. Et après, vous croyez que le 7 mai, ça va changer quelque chose sur le cours de l'Ether? Alors, 7 mai, pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle mise à jour qui s'appelle Pectra. Si ta question, Pierre, c'est de dire, d'un point de vue prix, purement prix sur l'Ether, si d'un point de vue macro, monétaire, liquidité, il n'y a rien qui change, sur l'Ether, il ne changera rien. Genre, le prix, il va pas. Tu auras peut-être un buy the rumor, sell the news ou un petit pump à un moment donné, mais ça ne changera rien. Aujourd'hui, la moindre nouvelle, on se rend compte qu'une bonne, une mauvaise, ça ne change rien, strictement rien. Par contre, sur le long terme, sur le fondamental, sur potentiellement le prix, les use cases et tout, oui, ça changera pas mal de choses, la partie Pectra. Mais encore une fois, une mise à jour en tant que telle, si vous enlevez le plus important, il se passera Nakash. Hein. Il se passera rien du tout. Hein. Comme dit OLYT, je partage simplement aussi son point de vue. Les cycles de 4 ans n'ont jamais vraiment existé. C'est juste lié au cycle monétaire. Alors, c'est plus lié au cycle monétaire qu'au simple, au simple halving. Parce qu'en fait, d'où est venu en fait, ces fameux cycles de 4 ans? Et jusqu'à présent, ça veut dire qu'on a eu des cycles complets sur 4 ans. Jusqu'à présent, ça a été plutôt comme ça. Avec une grosse année de baisse. Et on parle du BTC. Hein. Encore, sur les alts, c'est un peu plus cafouillis. Mais une année de baisse, une année de latéralisation, une année de petite augmentation et une année de parabole. Voilà, en gros, c'est à peu près ça le truc. 3 années de hausse, une année de grosse baisse, si on simplifie. Beaucoup disent, ouais, c'est parce qu'il y a le halving, etc., etc. Le halving a quand même de moins en moins d'importance sur le truc. Mais on s'est rendu compte, il y a plein de papiers et plein de documents académiques aujourd'hui qui démontrent que c'est bien plus lié au cycle monétaire, à l'impression monétaire en fait, qui vient se parquer aussi en partie dans la crypto, et de l'adoption de manière générale que simplement lié au halving. Évidemment, ça a joué, l'offre et de la demande, hein, ça joue, mais on peut avoir un cycle comme là, hein. On peut avoir un cycle qui est quand même assez différent de ce qu'on a connu pour les alts, etc., tout simplement parce que les liquidités sont pas là et que les politiques monétaires sont pas les mêmes.
Mais on fera le bilan à la fin. On verra. Sur le cycle de 2017, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire que le Bitcoin avait très très bien performé. La dominance était presque à 100%. D'accord. Jusqu'à juin-juillet. Et après, à partir de juillet jusqu'à décembre-janvier 2018, décembre 2017, janvier 2018, là, les alts, ils ont explosé. Là où 2021, 2020, 2021, c'était un peu plus ténu, en fait, c'était plus régulier parce qu'on avait déjà mis fin au quantitative tightening plus tôt en 2019. Donc, en fait, on a déjà eu un bottom sur les alts par rapport au BTC plus tôt, ce qui n'était pas le cas forcément en 2017, 2016-2017. Mais en tout cas, dites-vous que c'est un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire que si vous laissez le truc s'ouvrir rapidement, bah, en fait, vous laissez sortir les perfs, etc. Et vous allez avoir des performances qui vont être un petit peu plus ténues. Si par contre, comme ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, on est sur un truc où on compresse, on compresse, on compresse, on compresse, on compresse, parce que les capitaux sont là. Hein. Je veux dire, les stablecoins sont là, les liquidités globalement sont là, les gens ont du pognon. C'est juste qu'ils attendent des confirmations d'un point de vue macro. Et de se dire, si demain, allez, on baisse les taux, on passe en QE, vous allez voir qu'on n'aura pas forcément besoin d'attendre que les liquidités se déversent sur le marché crypto. Les liquidités sont là. Hein. Les liquidités sont dispo. C'est juste que les mecs, ils attendent des confirmations. Et que ça peut se passer très vite. En 2017, les grosses perfs sur les alts, ça s'est fait sur même pas 6 mois. Donc, je suis d'accord avec ça. Et moi, c'est ce qui me dérange, en fait, sur ces cycles de 4 ans, c'est toujours de se dire... c'est toujours d'avoir en tête, en fait, les mecs qui enlèvent de l'équation le risque. C'est en mode, aujourd'hui, ces cycles-là, on les connaît, tout le monde les connaît. Tu as minimum le marché crypto, tout le monde connaît ce truc-là. Et donc, les gens, et il y a beaucoup de débutants qui sont venus là, par exemple, sur le mois de janvier, on leur avait dit Alt Season 2025. Les mecs, ils arrivent, premier trimestre éclaté, deuxième trimestre, pas ouf, pour l'instant. Et là, qui dit, on m'avait dit qu'il y avait la Alt Season, elle est où? C'est censé pumper sur 2025. Et c'est là aussi où il y a eu un problème, c'est parce qu'en fait, toujours se câbler par rapport à ce qu'on a connu par le passé, ça sera jamais identiquement la même chose. Tu auras toujours une certaine différence aussi. Ça se ressemble, mais c'est jamais calqué à 100%. Le cycle de 2021, on a eu un double top. Et on se disait, on va jamais aller en dessous en bear market du plus haut du cycle précédent. On est allé à 16 000, on est allé en dessous des 20 000 de 2017. Le modèle du stock to flow, il s'est fait éclater. Enfin bref, à chaque cycle, on découvre un nouveau truc. 2021, c'était pareil. Tu te fixais par rapport au cycle 2017. Tu disais, attends, fin d'année, parabole. Parabole sur les alts, parabole sur le BTC, parabole. Parce que les 3 derniers mois, allez, octobre, novembre, décembre, c'était là où il y avait les plus grosses perfs. 2021, t'attendais ça, Bagholder. Bagholder. Parce que tu disais, mais en 2017, c'était comme ça. Bah oui. 2021, ça n'a pas été pareil. Ouais. Et là, on verra. On verra un petit peu comment ça va se passer. Il est possible aussi que ces fameux cycles de 4 ans soient briqués, mais parce qu'on serait peut-être sur des cycles plus longs. Possible. Qu'au lieu d'avoir un top fin d'année, que ça soit un top sur 2026. Ou peut-être que 2025, c'est latéralisation parce qu'en fait, les cycles monétaires et les liquidités ne sont pas là pour l'instant. Et que si on part en QE et qu'il n'y a pas eu de perf sur le BTC, sur les alts et qu'on a latéralisé jusqu'à la fin de l'année et qu'on part en QE en 2026, est-ce qu'on part en bear ou est-ce qu'on continue en augmentation? Les scénarios, je peux en créer 50. Hein. On verra. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour dire qu'il y a un truc qui est breaké ou non, quoi. C'est rassurant de se faire insulter par ce genre de personnes. Mais c'est toujours pareil, hein, tu te feras jamais insulter par quelqu'un qui théoriquement est plus haut que toi. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus avancé, qui a plus d'expérience, qui est plus mature, qui a plus de réussite que toi sur un certain nombre de choses. Très souvent, si ton discours n'est pas... il n'adhère pas à ton discours, en fait, il va juste se dire je vais pas regarder ton contenu, je vais ailleurs. À l'inverse, tu te rends compte que tous ceux qui vont t'insulter, etc., c'est très rarement la crème de la crème. Hein. Moi, je pense pas que le 7 mai changera. ETH, les holders d'ETH ont trop souffert. Ils ont besoin de résultats, pas d'annonce. Bah, des résultats, il y en a en fait. Vitalik, encore une fois, Vitalik et la fondation ne sont pas là pour faire pumper le prix de l'Ether. C'est le cadet de leurs soucis. Ils en ont rien à secouer. Les mecs, quand ils viennent dire Vitalik fait quelque chose quand même, fait pumper notre bag, t'en as rien à foutre. C'est pas son rôle. Son objectif, c'est de faire du dev. Et il le fait. Quand tu as une vision sur 20 ans ou 30 ans, les décisions que tu peux prendre à court terme, ça peut faire mal au prix, mais c'est peut-être la meilleure chose à faire. Ceux qui ont peut-être pas de rapidement. Ouais.
Oui, effectivement, c'est juste, je te coupe, mais on va le voir après, hein, parce qu'ils ont publié justement, parce qu'il y a quand même pas mal de critiques par rapport à Ether et justement la Ethereum Foundation, qui sont ceux qui gèrent le développement d'Ether, mais toute la philosophie autour du projet, comment ils veulent développer ça, les lignes directrices. Ils ont publié un papier et dans le papier, alors il y a plein de choses qu'on verra, on survolera pour que vous ayez un peu une idée de d'où ils vont, mais en aucun marquet, en aucun cas, ils ont dit le but c'est de faire du buyback, de faire pumper le prix pour tous nos investisseurs rapidement et le plus possible. C'est pas ça qui a marqué, donc voilà. Clairement pas. Bon, je pense que le halving aura beaucoup d'impact quand le BTC sera autour du million, car beaucoup plus rare. Non, bah non. C'est pas la même chose en termes de prix si tu passes de 50 BTC toutes les 10 minutes à 25 que si tu passes de 0,001 BTC à 0,00001. Il y a un moment donné, l'impact du halving sera tellement ténu et ça sera tellement lissé, en fait, ces baisses d'offres disponibles tous les 4 ans et ces émissions de nouveaux BTC, que ça n'aura plus d'impact. Plus. Peut-être psychologique. On se dira, il y a un halving, on en a connu 10 par le passé, mais éventuellement, là, le 11e, on ne sait pas. By the rumor, c'est le news. Mais concrètement, en termes de price action, non. Là où il y aura un impact, c'est pas parce que tu auras immédiatement un halving au bout du 11e, je pense que ça n'aura plus d'impact. C'est juste parce que de toute façon, l'offre, elle est déjà plus là. Tu n'as déjà plus d'offres, tu n'as déjà plus d'émissions. Tu regardes, là, on en est à 19 millions, il reste à peu près 1,3, 1,4 millions pour arriver aux 21 millions, non, un peu plus, je crois, 1,5 million jusqu'à l'année 2140. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc en fait, là où il y aura un impact, c'est plutôt sur la légitimité que pourrait avoir Bitcoin à un moment donné, si la réglementation va dans le sens, si on a les États-nations qui commencent à mettre du Bitcoin en réserve stratégique, si on a des fonds de retraite qui commencent à en acheter, etc. etc. Et évidemment, l'offre disponible, ça aura un impact. Mais tu peux, si tu n'as pas ça et que tu as des halvings en veux-tu, en voilà, ça ne passera que dalle. Hein. Je ne suis pas persuadé que le halving prendra de l'importance dans les prochaines années. Pour moi, il en perdra encore plus. Il devient de moins en moins significatif. Si le Bitcoin arrive à 1 million un jour, soit ça va à 0, soit ça va à 1 million, en gros. Mais c'est mon point de vue. Mais effectivement, à mon avis, ça ne sera pas sur ce cycle. Donc là, on est à 325. Est-ce que ça sera sur le prochain cycle où on sera à 1,56 en termes après le prochain halving? Donc est-ce qu'on sera à 1,56, à 0,75 Bitcoin? Et tu te rends compte qu'au final, entre 1,50 et 0,75, tu vois, le supply shock, il est beaucoup moins important que quand tu passes de 50 à 25 toutes les 10 minutes. Donc là, même si on a un prix qui est dans les millions, au final, l'émission fera que il y aura quand même un peu moins d'importance. Après, il y aura des questions justement peut-être aussi intéressantes de est-ce que ça serait intéressant pour les mineurs de continuer à faire tourner si justement ce qu'ils vont pouvoir recevoir potentiellement, même si le prix est assez élevé, mais si tu reçois, je sais pas, si c'est toi qui résous les blocs, un bloc tous les 3, 4, 5 jours, enfin je sais pas comment ça peut se passer, mais est-ce qu'il y aura toujours les incentives économiques qui vont bien pour continuer de faire tourner le matos, quoi, parce que s'il y a de moins en moins de supply disponible, qu'on passe à 0,75, 0,25 BTC toutes les 10 minutes, même si le prix est dans les millions, est-ce qu'avec 0,25 BTC, donc 250 000 dollars que je gagne une fois de temps en temps parce que on est tous en compétition, est-ce que ça suffit à faire tourner mon matos ou est-ce que je suis dans le trou, quoi? Et dans ce cas-là, bon, après, il y en aura qui vont se débrancher hein, jusqu'au moment où ça va redevenir rentable et où les gens vont se rebrancher, mais c'est des vraies questions en fait pour le futur. Mais voilà, on est dans plusieurs cycles, donc là, c'est pour ce cycle-là, ça n'a pas encore d'impact. Traditionnellement, vendre environ 500 jours après le halving, c'est un bon plan. Acheter 500 jours aussi. Et acheter 500 jours aussi, on verra cette année. Avant, je crois que tu disais avant. Ouais, ok. J'espère que les fondamentaux vont avoir plus d'importance. Quand on voit les perfs sur les mêmes coins, c'est n'importe quoi. Là, en fait, on a vu que c'est toujours un pendule. Hein. Aussi en crypto, hein, c'est les mecs qui te disent les fondas, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Puis alors, quand ça se pète la gueule et que tu te retrouves avec une saloperie entre les bras qui a zéro fondamental, tu te dis ouais,
je suis plutôt rassuré quand j'ai des projets que je maîtrise, etc., et sur lesquels vraiment il y a des fondamentaux, des trucs solides, parce qu'a priori, c'est des projets qui ont le plus de chances et de probabilités de perdurer et de passer la barrière du temps. C'est pas forcément ceux qui ont le mieux performé sur le court terme. Attention. Alors, fonda ne veut pas forcément dire performance. Mais en tout cas, en général, on le voit, et d'ailleurs avec l'approche même de Warren Buffett, le value investing, c'est ça, c'est en général le fondamental, ça rattrape toujours à un moment donné le prix. Voilà. La crypto, je pense que c'est trop jeune pour se dire c'est sûr à 100% et tout, mais en tout cas, force est de constater que les projets en général qui perdurent avec le temps sont des projets qui ont quand même un certain fondamentaux, et que ceux qui ne le sont pas, en général, n'en ont pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des projets qui n'ont pas de fondamentaux et qui sont encore là avec le temps et qui ont très bien performé. L'exception, c'est le Dogecoin, par exemple. Et ça reste quand même extrêmement rare par rapport au nombre de memecoins qui existent. Un projet memecoin qui a plus de 10 ans maintenant, c'est compliqué à trouver. Pour moi, ETH, dans 10 ans, on en reparle d'ici là, je crée mon épargne pension ETH. Ouais. Et vous verrez, si vous avez acheté régulièrement, machin et tout, au final, vous vous rendrez compte, vous direz, putain, mais on s'est pris la tête sur des conneries. Parce qu'au final, tu reviens dans 5 ans, tu reviens dans 10 ans, s'il n'y a pas un hack majeur, s'il n'y a pas un truc, tout peut se passer. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de hack et tout, je vois pas l'Ether dans 10 ans à 1800 balles. Ou alors, il y aura eu un gros problème. Mais ça sera, à mon avis, bien plus haut. Et que tu l'as acheté à 1800, 3000, voire 4000, voire même à l'ATH du cycle précédent, tu n'auras eu rien à secouer. Tu te rendras compte qu'au final, pour le BTC, pour les gros projets, en fait, sur le très long terme, tu n'es que dans une période d'accumulation. Parce que le taux d'adoption, il est extrêmement faible. Sur le Bitcoin, on est à 3% aujourd'hui d'adoption. Alors sur l'Ether, j'en parle même pas. Sur les autres cryptos, j'en parle même pas. Voilà. Vous pensez à une baisse des taux la semaine pro avec une baisse au premier trimestre une baisse du premier trimestre En général, non. Les gens sont Non. à 93,2%, parce que je suis en train de le regarder. CME FedWatch, le marché pense à 93,2% qu'on va maintenir les taux. Il y a seulement 6,8% qui pensent qu'on va les baisser de 25 base points. Mais concrètement, le 18 juin, apparemment en juin, les gens font le forecast que la majorité, 55% pensent qu'on va baisser en juin. Voilà. Mais pour le 7 mai, apparemment, la prévision, c'est que ça va rester stable, quoi. Jérôme, il va pas nous faire de cadeaux encore. Il va rester sur ses positions, donc à voir. Mais apparemment, pour l'instant, et ce que prévoit le marché en général, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais ça serait plutôt en juin pour l'instant, tout en sachant que ça pourrait être décalé encore par la suite en fonction des annonces qui sont faites. Ouais. Le SEB qui va entretenir le réseau une fois que tous les BTC seront sortis. On en a énormément parlé aussi avec Théo. Je vous renvoie toujours à nos précédents lives, mais c'était un peu chiant, mais on en a énormément parlé. Aujourd'hui, les mineurs sont rémunérés de deux manières. Les frais de transaction et l'émission de nouveaux BTC. Lorsqu'il n'y a plus de nouveaux BTC, ça sera du coup les frais de transaction. Et du coup, la question, c'est de savoir est-ce que ça va être suffisant pour maintenir le réseau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait soit des frais élevés s'il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs, soit qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs et que ce soit scalable et que du coup, ça soit suffisamment rentable pour les mineurs. Ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est de se dire, en fait, ils se disent, il y aura plus, en fait, c'est du jour au lendemain où il y aura plus d'émissions de nouveaux jetons, de nouveaux coins, parce que du coup, c'est sa propre blockchain, donc de nouveaux coins. Et que ça peut poser problème. Le truc, c'est que les halvings, c'est fait de manière quand même très régulière. Et entre le moment où il va y avoir plus du tout d'émissions de BTC et le moment où on va avoir une asymptote, pour ceux qui font des mathématiques, c'est une asymptote vers les 21 millions, il peut se passer 50 ans, 70 ans, bien plus. C'est très long. Mais je pense que c'est SBRL qui l'a dit. Moi, j'avais 2140 en tête, mais 2135, c'est plus ce qu'on est en train de faire là, une vue de l'esprit ou un exercice théorique, parce que nous, à part breakout en génomique, en génétique majeur qui nous permet d'étendre notre durée de vie, autant vous dire que, je sais pas quel âge t'as, mais à mon avis, on n'aura pas besoin de s'en préoccuper parce que on aura qu'à lancer depuis un bout de temps quand ça arrivera. Donc, à mon avis,
on peut s'imaginer ce qui pourrait se passer, mais ça ne nous concernera même pas. Hein. Donc, mais en tout cas, le sujet, c'est de se dire que déjà, c'est progressif. D'accord ? Les mineurs, à chaque cycle, il y en a qui meurent, il y en a qui débranchent, il y en a qui reviennent parce qu'ils sont performants, il y en a qui peuvent racheter de nouvelles machines, etc. C'est une compétition perpétuelle, il y a un arbitrage perpétuel. Donc, au fur et à mesure du temps, il va y avoir des halvings, ça va continuer, mais cette adaptation, au même titre que Darwin, hein, qu'il a expliqué, hein, sélection naturelle, sélection des espèces, etc. Pour les mineurs, c'est exactement la même chose. Il va y avoir une sélection des meilleurs, les plus mauvais vont dégager, etc., etc. Et donc, en fait, à partir du moment, si on prend juste le point de figure, le moment où il n'y a plus de BTC qui est de nouveau émis, parce que ça reste de la théorie, en fait, cette sélection, elle est déjà faite depuis des années. Elle est déjà faite depuis des années. Les meilleurs mineurs sont là, etc., etc. Si le Bitcoin doit mourir parce qu'il n'est pas suffisamment sécurisé, si vous connaissez un peu comment fonctionnent les mineurs, des mineurs débranchent, la difficulté de minage diminue, la difficulté de minage diminue, le hash rate aussi, enfin le hash rate diminue, la difficulté de minage diminue. Donc ceux qui sont restés branchés deviennent plus profitables, donc peuvent continuer de sécuriser le réseau. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de mineurs. C'est-à-dire, tu pourrais avoir 10 fois moins de mineurs, Bitcoin serait toujours autant sécurisé, il n'y a pas de problème. Hein. T'as pas besoin les mecs qui sont toujours en train de mettre le hash rate. Oh, le hash rate, il augmente. En fait, on s'en fout. Tu peux avoir 1000 fois plus de hash rate. Le Bitcoin est déjà sécurisé. On s'en fout de ça. Le seul problème, c'est si jamais le hash rate descend, où ça serait potentiellement faisable, une attaque 51 ou des trucs comme ça, où tu peux potentiellement avoir plus de puissance informatique, on en est très loin. Mais pour le coup, c'est ce que j'allais dire, pour compléter, même s'il n'y a plus d'émissions et qu'il y en a plein qui seront plus rentables, et même aujourd'hui, ça se passe. Hein, si jamais c'est le cas, tout simplement, le Bitcoin, l'algorithme est dynamique aussi. Donc, la difficulté va baisser jusqu'au moment où ça va être rentable. Donc, du coup, les mecs vont se rebrancher. Et le seul point où ça pourrait être dangereux, c'est s'il y a tellement peu de gens qui sécurisent que c'est potentiellement tu peux attaquer à vitesse 51 et avoir plus de puissance de calcul, mais on en est très loin. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et même des mecs qui ont débranché parce qu'ils étaient plus rentables, à partir d'un moment, ça va baisser tellement qu'ils vont se dire, OK, là, c'est rentable, je rebranche mes machines sans investissement supplémentaire, avec des vieux ASIC, des vieux trucs qui étaient plus du tout rentables, mais avec le coût des LELEC et les machines et ce que ça peut produire, là, en 2078, alors que j'ai arrêté de miner depuis 3 ans, là, ça devient rentable. Donc, tout simplement pour profiter sur le court terme, parce que tout le monde va se rebrancher aussi. Donc, sur un court terme, je vais me rebrancher, je vais devenir rentable. Et puis, si jamais dans le futur, ça n'allait plus, je redébranche. Mais voilà, il y a plein de mécanismes en place qui fait que on n'a pas vraiment besoin de s'en préoccuper là tout de suite, au moins pour ce cycle-là, et même pour les pas mal de cycles qui sont à venir, ça ne sera pas vraiment une problématique, je pense. Et après aussi, beaucoup disent que le Bitcoin, c'est capé à 21 millions, on ne peut jamais augmenter la barrière des 21 millions. Je peux vous assurer que s'il y a un consensus entre les validateurs, les devs, les mineurs, le cap des 21 millions, il saute. Hein. Si demain, on se rend compte que la sécurité du réseau est en péril et qu'il y a des risques de hack, des trucs vraiment que le réseau pue et qu'il faut vraiment augmenter les 21 millions, voire mettre ce qu'a fait Monero, par exemple, une tail emission, c'est-à-dire une émission qui restera vitam aeternam, je crois que c'est 0,4 XMR par bloc, par exemple. C'est quelque chose qui est possible. D'accord ? C'est pas les gens qui vous disent Bitcoin, c'est capé à 21 millions, c'est un peu du marketing. Oui, aujourd'hui, c'est comme ça, mais c'est pas indélébile dans le marbre. Ils peuvent décider de le changer. Là, je viens voir les problématiques qu'il y a avec ce qu'ils sont en train d'essayer de faire passer au niveau du code. Mais si Adam et Blockstream décident de pusher un nouveau fork, ça pourrait passer. Effectivement, il y a SBRL qui dit que c'est les validateurs qui sécurisent, pas les mineurs. Alors, les validateurs, effectivement, ils vérifient le travail des mineurs pour sécuriser, mais dans l'idée, Bitcoin, c'est quand même sécurisé par la puissance de calcul. Hein. Le fait que ça soit le proof of work, c'est justement que ça soit très difficile d'attaquer, de falsifier la blockchain, parce qu'il faut énormément de puissance de calcul, et ça, c'est pas les nœuds et les validateurs qui le fournissent, c'est vraiment les mineurs. Donc effectivement, les validateurs vérifient que ce que font les mineurs, ça correspond bien au consensus, mais dans l'idée, s'il n'y avait pas toute cette puissance de calcul, et c'est un peu le problème aussi de ce qui est évoqué par Roger Ver dans son verre, non ? On a voulu garder des nodes assez light pour pouvoir qu'il y ait beaucoup de validateurs, justement, pour que ce soit hyper décentralisé et qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent vérifier par eux-mêmes la blockchain. Mais dans l'idée, si tu n'as pas les mineurs qui fournissent la puissance de calcul, tu as beau avoir beaucoup de validateurs,
ton proof of work, il peut se faire péter aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ces deux figures, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas que il existe des nœuds, des validateurs qui surveillent ce que font les mineurs, mais il y a un peu les deux qui sont en parallèle et qui ont leur utilité dans le réseau, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est un abus de langage. Quand je dis les mineurs, ils font que la sécurité, évidemment, il y a des validateurs. J'ai vu Oui, mais c'est bon. SBN. Oui, c'est pour ça voilà. que On est d'accord, mais après, voilà, on simplifie aussi le process, d'accord. C'est comme dit Théo, si t'avais pas de mineur, ton Bitcoin ne serait pas sécurisé. Tu peux avoir tes validateurs autant que tu veux. T'as pas de mineur, il se passera rien. Ou t'as un hashrate qui est éclaté au sol, ton truc, il se fait. Et du coup, la sécurité est plus là. Parce que ce qui protège le Bitcoin, c'est le hash rate et l'impossibilité, même au niveau matériel, de pouvoir produire et acheter les machines qu'il faudrait pour se passer le hash rate, quoi. Donc, si t'as pas de validateur, c'est pareil. La sécurité serait pas identique parce qu'ils vérifient. Du coup, les mineurs pourraient faire n'importe quoi. Oui, donc il y a un peu ces deux figures. Bon, je pense qu'on peut passer à la suite parce que ça va pas parler à. Ça va parler à beaucoup de gens, en fait. C'est pour ça qu'on essaie de pas trop rentrer dans les détails techniques souvent et de rester light, parce que des moments on nous dit, ça aussi c'est marrant, on nous dit, les gars, faites plus de technique. Alors, ok, on fait de la technique, il y a plus personne, ça intéresse plus personne. Et quand on fait pas suffisamment de technique, on nous dit, les gars, faites-en plus. Ou sinon on nous dit, vous en faites trop. C'est compliqué. On fait un peu de tout, et puis voilà. Je pensais pas qu'on pouvait up le nombre de BTC. Mais en fait, c'est des mises à jour. Comme au départ, il y avait une certaine taille de bloc pour le Bitcoin, et puis après, ils ont dit on l'augmentera jamais. Puis après, il y a eu Segwit, ils sont passés de 1 mégabyte à 1,2, et donc ils ont augmenté. Après, il y a eu Taproot, il y a eu des trucs. Voilà, ce qu'on appelle des soft forks. Donc, ils ont fait des mises à jour rétrocompatibles avec la blockchain de base. Mais si demain, ils doivent breaker le truc des 21 millions, ils peuvent le faire. Ça se fera pas. C'est pas un mec, c'est pas Adam Back qui va dire moi, je peux le faire, évidemment. Mais si les trois parties, validateurs, mineurs, et les devs se mettent d'accord, c'est possible. Théoriquement, c'est faisable. On ne dit pas que ça va arriver, mais les gens ils disent c'est capé, ça ne changera jamais. Très certainement. Du marketing. Mais sachez que théoriquement et techniquement, c'est largement faisable. De la même manière qu'on peut forquer Bitcoin pour changer SHA-256. On parle d'informatique quantique, allons-y, mais tu peux forquer Bitcoin pour changer le mécanisme cryptographique, non, SHA-256. Déjà, Satoshi, en 2010, dans les forums, il disait on pourra faire un hard fork pour changer le mécanisme de hachage et passer à un mécanisme de hachage quantique proof. Donc, c'est déjà prévu, 2010, en fait. C'est déjà prévu, en fait, de potentiellement faire des hard forks avec des gros changements majeurs sur Bitcoin. Donc, les 21 millions peuvent en faire partie au même titre que la fonction de hachage, au même titre que la taille des blocs, au même titre que d'autres détails dans le logiciel. Donc voilà, c'est des informations aussi un peu qui vont un peu au-delà de Bitcoin. Voilà, machin de 21 millions, ça ne s'en jamais. C'est pas aussi simple que ça, comme à chaque fois en fait. À chaque fois, c'est jamais gravé dans le marbre, sûr à 100%. Sachez voilà qu'il y a eu des hacks, il peut se passer des choses. Donc voilà, c'est pas non plus le scénario le plus probable, mais sachez que théoriquement, potentiellement et techniquement, c'est faisable. Voilà. On dit juste ça, on ne dit pas que ça va arriver, mais c'est voilà. Culture G. Et après, évidemment, si jamais un truc comme ça arrive, parce qu'aujourd'hui, la grosse plus-value de BTC, c'est qu'on se dit que c'est capé à 21 millions. Imagine demain, tu as un truc qui se dit, maintenant, c'est plus 21 millions, tu en as 100 millions, et puis 3 milliards, et puis machin. Évidemment que la plus-value, store of value, machin et tout, ça part aux oubliettes. Donc, il y a aussi le consensus, quoi. Ce qui donne la valeur à BTC, c'est la confiance que tu donnes au réseau, c'est l'utilité que tu peux en avoir, la confiance des utilisateurs. Si tu breaks cette confiance-là aussi, c'est un problème. D'accord. Mais c'est un sujet qui est complexe. C'est pour ça qu'on ne peut pas y répondre juste sur un coin de table. Et toute la question de l'informatique quantique, ça, on le voit tout le temps. À chaque fois que tu as une news sur l'informatique quantique, on nous dit « Ah, ça va breaker le truc du BTC ». Les algos quantum proof, ça existe depuis des années, que ce soit sur à peu près tous les algorithmes de hachage. Si demain, ils arrivent et qu'ils break le SHA-256 ou un autre type d'algorithme aujourd'hui, tu switches, tu fais un hard fork, tu pars sur un autre type de mécanisme quantum proof, et puis terminé. Et il ne se passera rien. Satoshi l'avait déjà prévu en 2010. Vitalik, l'année dernière, il a publié un article aussi sur son blog pour Ether. Donc, en fait, les fondateurs de blockchain, il y en a déjà plein qui ont déjà travaillé à la question. Et il y a juste à se mettre d'accord sur le bloc à partir duquel tu implémentes. Mais c'est faisable même plus facilement que sur pas mal d'applications legacy, donc, comme ce que tu as
sur ton mail, en fait, hein, sur plein de trucs que tu utilises avec tes mots de passe. Tu as du SHA-256 d'un peu de partout. Et là, ça pourrait être potentiellement plus difficile à remplacer. Pas forcément, mais dans tous les cas, voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas une question qui va nous concerner, je pense, là, directement. Donc, c'est un peu un exercice théorique et de remue-ménage, mais dans tous les cas, voilà, vous inquiétez pas pour votre bac de Bitcoin par rapport à l'ordinateur quantique. Et est-ce que les mineurs vont avoir encore du taf en 2140? Bon, je pense qu'on a encore le temps de voir venir déjà. Ouais. Déjà, commencez à faire votre DCA, commencez à pas paniquer dans des périodes comme ça, et puis ça ira bien. Oui, commencez à faire des plus-values aussi sur ce cycle, ça sera déjà pas mal. Après, sur le 2140, on verra bien. On aura le temps de voir venir, ouais. C'est Landra, merci la team, je reprends le taf, à la prochaine. Cantus, merci les gars, vous éduquez à participer et participer à l'adoption de la crypto. J'espère que ça vous plaît les gars. Quand même, hein. On essaie vraiment de vous apporter un maximum de valeur. Hein. J'espère que vous le remarquez et que ça vous a plu et que ça vous plaît. Ah, j'ai l'impression que ça vous plaît quand même les gars. Ouais, la question aussi, c'est toujours de se dire, ouais, j'investis sur quel projet sur 10 ans, tu vois. Si tu es sincère avec toi-même, il y a peut-être 2 projets que tu investis sur 10 ans. Tu vois, souvent, c'est Bitcoin, Ether, potentiellement. Et encore, Ether, le risque, il est plus élevé que pour moi sur BTC. Hein. S'il y a une crypto qui a intérêt d'être là et qui, pour moi, a déjà fait quand même un certain nombre de chemins, c'est BTC. Hein. Bah, moi, clairement, c'est Ether aussi en partie sur mon bac parce que on parlait du cycle de 4 ans, de la surperformance. Moi, je m'attends toujours à ce qu'il y ait de la performance sur Ether. C'est pour ça que j'ai switché en fin d'année un peu de BTC sur Ether. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été le trade payant, mais je pense que les fondamentaux, et on n'en a pas encore parlé, on pourra peut-être le faire. On a dit qu'on le ferait, mais les news sur la fondation Ethereum, mais bon peut-être rapidement, il y a des choses qui arrivent et on va voir comment ça va se passer. Mais effectivement, si je suis sincère, à part Bitcoin, sur 10 ans, moi, peut-être un peu Ether aussi, pour l'instant avec la performance, mais effectivement, du stablecoin aussi, pourquoi pas, même s'il y a aussi du risque. Hein, sur 10 ans, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Mais à part ça, tout ce qui est alt, même à partir du top 5, c'est niette, quoi. C'est clair. Alex, il dit, je suis plusieurs chaînes, mais la vôtre est vraiment très instructive. Merci les gars. Merci beaucoup pour ces lives, toujours très pertinents et formateurs. Bah écoutez, super. Si ça vous plaît, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va prendre peut-être encore 1 ou 2 questions, puis après on va devoir vous lâcher, les gars. Rico, quelle valeur voyez-vous, les gars, dans l'ETH à la fin de ce cycle? Allez, boule de cristal. Mais on va reprendre on va voir comment ça s'est passé. Mais en novembre-décembre, le consensus, il était entre 8 et 15, quelque chose comme ça, avec 20 les plus motivés. Là, bon, vu les perfs, on verra comment ça peut évoluer. Déjà, il a son plafond de verre qu'il n'a pas encore pété à 4000. Hein. N'oubliez pas, à l'âge du cycle précédent, qu'il n'a pas encore explosé, contrairement à Bitcoin. Donc déjà, il y a un gros plafond de verre dont on est très loin. On est à moins de 50% actuellement. Hein. On doit être à quoi, 1800 et quelques. Donc on est à plus de 50% de l'ATH du cycle précédent. Donc, effectivement, au niveau price action, c'est pas fou. Et voilà. Déjà, c'est cette grosse barrière. Et si jamais on est amené à la casser, à voir comment ça peut évoluer. Mais de tous les cas, à mon avis, on sera largement en dessous des 10 000. Voilà. Entre 7 et 9 000, toi, tu dis 7 et 9 000. Ouais, mais 9 vraiment en max, parce que du coup, là, vu les perfs qu'on a eu, vu les questions, bon, il y a quand même des doutes à avoir. Mais dans tous les cas, oui, si on passe les 4000, 8, 9 en max, et peut-être aller 5, 6, quelque chose comme ça, tu vois. C'est ce qui serait. C'est très conservateur, c'était très conservateur sur ton truc. Ce qui serait pas, clairement pas fou par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, mais clairement, voilà, on a vu qu'il y a. Faut pas non plus rester, tu vois, genre camper les terres et tout. Bon, on a vu qu'il y avait des préoccupations. Sachez voilà, que le 7 mai, je suis d'accord, ça va pas changer. Mais la fondation Ethereum, je vais vous faire a cappella, ils ont publié notamment les valeurs, donc voilà, et ils ont dit notamment que leur priorité sur les 12 prochains mois, ça allait être de scaler la L1, scaler la L2 à travers les blobs. Donc là, il y a deux phases de la pièce. Non, d'un côté, ça va être plus facile. Pour les L2,
elles vont avoir encore plus de scalabilité, mais d'un autre côté, ils vont pouvoir augmenter un peu le loyer avec les blobs. Donc ça, c'est un peu technique, mais sachez que ça va changer un peu. Et moi, ce que j'attends de voir surtout, et ce qui ne va pas changer directement là, le 7 mai, c'est se concentrer, le troisième point qu'ils ont publié, c'est l'interface utilisateur. Et pour ceux qui utilisent MetaMask ou Rabi, on sait que le VM, en général, c'est chiant. Le VM, c'est chiant parce que il faut des gas fees sur les layers 2. Il faut approuver un contrat, puis après faire l'action. Et là, justement, avec la Pectra, on va pouvoir simplifier, batcher les transactions, faire tout en même temps, faire de la compte abstraction, faire des choses plus simples où justement tu n'auras pas besoin de cliquer, d'ajouter des RPC, de faire des trucs. Et ça va prendre du temps au final à se refléter dans les wallets et l'expérience utilisateur. Mais à part la technique, moi, ce que j'espère vraiment, c'est cette simplification, non Pourquoi, notamment, Solana et Phantom, ça a bien marché? Mais parce que c'est simple, en fait. Tu as juste besoin de te connecter le wallet. C'est très simple d'utilisation. Alors, bon, effectivement, c'est pas le meilleur wallet pour ceux qui chargent des options un peu poussées, de suivi des portefeuilles, des choses comme ça. Mais c'est hyper simple. Tu télécharges, c'est ergonomique, c'est facile, c'est visuel. Tu comprends ce qu'il faut faire, tu te connectes, bam, et c'est parti. Et c'est vrai que sur le VM, tu n'as pas encore ça. Et si jamais on arrive à se rapprocher un peu de quelque chose de beaucoup plus simple, parce qu'au final, Ethereum, ils sont très sur le long terme, sur le développement, la scalabilité. Mais ce que les gens ils veulent, c'est un truc simple à utiliser dans l'idée. Donc si jamais Pectra arrive à donner les outils pour que ça rende plus simple, potentiellement, on aurait de la valeur tout en sachant voilà, qu'il y a BlackRock aussi qui travaille dessus, il y a certaines whales qui accumulent aussi. Donc moi, je reste quand même bullish sur Ether, même si la cible de prix, voilà, vous avez vu que je suis assez conservateur, mais les fondamentaux, même ils s'améliorent, j'ai envie de dire, tu vois, au niveau technique, ils sont en train de mettre des trucs, ils sont en train de rendre, ils ont, j'espère, compris les préoccupations, notamment au niveau de l'Ethereum Foundation, on ne savait pas trop qui c'est qui dirigeait. Maintenant, ils ont fait vraiment une dissection claire entre exécutif et l'aspect un peu plus board, long terme, direction idéologique et choses comme ça. Maintenant, ils ont mis des mecs à l'exécutif qui font le taf, quoi. Donc, à voir si ça va se refléter, mais l'article, il a quelques jours. Pectra, c'est dans quelques jours aussi. À mon avis, ça va prendre un peu de temps pour se refléter tous ces changements, mais dans tous les cas, ça va dans le bon sens. Et moi, ce que je pense réellement, c'est que les fondamentaux se sont même améliorés avec tout ce qui va se passer. Ce qui pêche pour l'instant, c'est le prix. Donc, si jamais le sentiment du marché change par rapport à Ether et qu'en plus on a des fondamentaux qui s'améliorent, ben, potentiellement on pourrait avoir un prix qui s'améliore bien aussi, mais ça reste encore à confirmer, même si je pense que voilà, il y a quand même un peu plus d'upside que de downside, même si on n'est jamais sûr à 100%. Quoi. Et surtout, je pense qu'on a tous intérêt à ce que l'Ether dépasse son ATH, parce que si vraiment, tu vois, par exemple, il y en a qui pensent que l'Ether max 3500 à la fin de ce cycle, possible, hein, mais si c'est le cas, votre alt-season sera éclaté au sol. Éclaté. Voilà. Oui, parce que personne, tout le monde crache sur Ether, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui ont un back d'Ether important. Donc, si ce back-là ne performe pas, ça sera de la rotation qui n'ira pas dans les alts. Donc, bon, peut-être tout le monde dit, moi, j'ai pas d'Ether, c'est de la merde et tout, mais sachez qu'il y a énormément de personnes. C'est la crypto numéro 2, elle s'est fait déglinguer, mais voilà, dans un portefeuille, moi, quand je parle avec des gens d'accompagnement, la majeure partie, ils ont du BTC, de l'Ether en portefeuille. Les autres alt, c'est en fonction de chacun, mais la plupart des portefeuilles que je vois, il y a du Bitcoin et de l'Ether. Donc, et les instituts, ils ont quoi? Tu regardes. Oui, mais les ETF spot, ils sont sur quoi? Ils sont Bitcoin et Ether. Donc au final, souhaiter même du mal à Ether, c'est souhaiter du mal à son portefeuille, parce que de toute manière, la plupart des gens, ils ont Bitcoin et Ether. Donc s'il faut un peu de gain sur Bitcoin, c'est bien, mais il y a toujours le risque qu'ils ne veulent pas faire une rotation. Ether, c'est la porte d'entrée sur les autres alts. Donc si Ether performe pas, les autres alts, ils vont performer beaucoup moins aussi. Donc en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, se dire qu'Ether, c'est mort, c'est un projet, maintenant c'est plus ça. Sachez qu'il y a énormément de gens en crypto qui ont de l'Ether en portefeuille. Donc si jamais cette partie de leur portefeuille ne performe pas, voilà. Et après, ce qu'il dit, c'est que le problème, c'est que vous confondez le développement de l'écosystème avec la value accruale dans le token, alors je pense accrue plutôt dans le token de TH, ce qui n'est pas du tout assuré dans les années qui viennent, mais en fait, c'est assuré dans aucun projet. C'est pas assuré sur BTC, c'est pas assuré sur l'Ether, c'est pas assuré sur Solana, c'est pas assuré sur Avax, c'est assuré sur rien du tout. Simplement, on explique qu'il y a des choses qui se passent, que pour l'instant, entre le fondat et la valeur du projet, il y a quand même un delta. Qu'il ne faut pas confondre les deux. Ce n'est pas parce que tu as un projet qui va avoir un fort fondamental que le prix va forcément augmenter. Et qu'a priori, qu'on soit pour ou contre l'Ether, on a plutôt tous intérêt qu'il y ait une augmentation
et des belles perfs sur l'Ether, qu'on soit backholder ou non, puisque ça reste quand même un proxy important de la volonté et de l'aptitude des investisseurs et de ceux qui ont du pognon aujourd'hui d'aller sur la fameuse alt season. Voilà. Parce que la grosse majorité de la TVL, de tout ce qui se passe, des innovations et tout, c'est sur Ether. Tu peux t'amuser à dire ce que tu veux, c'est sur Ether. Les RWA, c'est sur Ether. La DeFi, c'est sur Ether. Les stablecoins, globalement, c'est sur Ether. En fait, il y a à peu près tout dessus. L'argent est là. C'est pour ça que la plupart des blockchains, à un moment donné, voulaient a priori être voulaient être EVM compatible et qu'il y avait un intérêt, si tu as une nouvelle blockchain, d'être EVM compatible pendant un certain temps. Ça change un petit peu maintenant. Mais parce que c'était, si tu voulais attirer des capitaux en fait sur ta chaîne, vu que l'argent était là, tu étais obligé de pouvoir les avoir, ces capitaux. Donc après, évidemment, il n'y a aucune garantie dans quoi que ce soit, et c'est pas parce que fondamentalement tu as un projet qui a des super belles promesses sur le papier que forcément en termes de prix ça va se refléter. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça qu'on dit. Mais si tu es dans un scénario où fin du cycle, Ether 3500 balles, c'est possible, tout est possible. Mais dans ce cas-là, l'alt-season sera pourri, sera à chier. Et que même si toi, tu n'es pas du tout sur l'Ether, parce qu'a priori, je pense que tu dois être sur d'autres écosystèmes, hein, peut-être Solana ou sur d'autres trucs, ça ne veut pas dire que ces écosystèmes-là ne peuvent pas surperformer dans des périodes, mais que si tu veux qu'ils performent encore mieux, je pense qu'on a tous intérêt à ce que l'Ether se développe. Voilà. Est-ce que dans les prochaines années, il sera encore là et tout? Chacun fera son pari sur le sujet. Effectivement, Donc, et après, c'est une vraie question. Tu vois, la value accrual, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que c'est les applications, FATAP, FAT Protocol, mais tu l'as sur Ether, tu l'as sur Solana aussi. Regarde PumpFund, les revenus qu'ils ont générés, c'est pas parti sur Solana. Les DEX, Radium, Orca, c'est des revenus de protocole et pas sur Solana, donc ça existe aussi sur Solana. Sur Tao avec les subnets, maintenant, c'est pareil. Est-ce que c'est Tao? Est-ce que c'est les applications, les subnets, les DTAO qui vont prendre la valeur, ou est-ce que c'est plutôt la chaîne principale? Mais toutes les blockchains, au final, c'est la couche de base pour les applications qui sont au-dessus. Donc, il y a effectivement ce problème ou cette interrogation ou quelle proportion va sur la L1 et quelle proportion va sur la L2 ou application basée dessus. Mais c'est pas qu'Ether qui est sujet à cette interrogation. Toutes les blockchains, à moins que tu es juste une layer 2 avec rien qui build dessus, mais là, à mon avis, tu n'auras pas de problème de value accrual, toi, parce que tu n'en auras pas. Toutes les blockchains ont ce problème, non? Où est-ce que qu'est-ce qui génère plus de revenus, les applications ou la couche de base? Et est-ce que la couche de base prend aussi de la valeur? Bon, à voir comment ça évolue, mais c'est pas effectivement, il y a une décorrélation entre le développement, la technique, et pour l'instant, Ether, il scale plus à travers la layer 2 et leur ont donné beaucoup d'air frais, justement. Les frais bas sur les layer 2, c'est une volonté d'Ether pour pouvoir scaler, justement. Hein. Ils ont volontairement sacrifié des revenus sur Ether pour les donner au layer 2. Bon, pour l'instant, avec Dankun en premier, et Pectra, ça va encore s'accélérer, les gars. Oui, c'est ça. Donc, il y a ces enjeux-là, mais Base, au final, quand tu es sur des écosystèmes Base, Arbitrum, une chose comme ça, au final, tu profites d'Ethereum aussi. Donc, c'est. Et pour moi, il n'y a plus de sens de parler d'Ether en fait que de la layer 1. En fait, si tu parles d'Ether, tu parles de tout l'écosystème d'Ether. Tu prends ces layer 2, tu prends tout. Ça n'a plus de sens. Oui, parce que je veux dire, le token Ether, mais oui. Ouais, c'est ça. C'est quand tu parles d'Ether, aujourd'hui, c'est un écosystème. Tu parles de tout. Donc, tu prends la layer 1 et tu prends tout le reste. Sachant qu'aujourd'hui, Vitalik en a beaucoup parlé, il avait pour objectif vraiment de permettre une scalabilité. Il travaille sur tous ces sujets-là. Il y a plein de sujets qui travaillent en parallèle. La privacy, donc la confidentialité, la scalabilité, la résistance à la censure, la décentralisation. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer en même temps. Et aujourd'hui, ils sont plus dans une scalabilité pour pousser les utilisateurs sur les layers 2. Donc en fait, de se dire, oui, il y a moins d'utilisateurs, oui, il y a moins de burn sur la couche de base, on est redevenu inflationniste, par exemple, sur Ether, donc en termes de tokenomics, c'est moins top sur le court terme, évidemment, parce qu'en fait, il y a une volonté de pousser les gens là-dessus, sur les layers 2. Si les mecs vont sur les layers 2, ils vont moins faire de transactions sur la blockchain de base, donc moins de burn, donc plus d'inflation que de burn. Donc en fait, on repart sur une démarche inflationniste. Mais du coup, tout ce questionnement-là, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on est sur une bonne démarche sur le long terme et qu'est-ce que veut vraiment apporter comme plus-value l'Ether? Et c'est là où il y a un vrai questionnement. Paul Brody, par exemple, qui est un chercheur blockchain, consultant blockchain, qui bosse quand même avec les plus gros aujourd'hui dans l'industrie,
Et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il explique qu'aujourd'hui, il y a un vrai questionnement à avoir. L'Ether, c'est quoi? Est-ce que c'est un capital asset? Est-ce que c'est une store of value? Est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que c'est les trois en même temps? Et est-ce que finalement, le fait d'être une store of value ou une plateforme, est-ce que c'est pas deux objectifs qui sont antinomiques? Parce que si tu as une entreprise qui veut utiliser la blockchain Ether en tant que plateforme pour, je sais pas, la supply chain ou n'importe quoi, mais qu'à un moment donné, en termes de coût, tu peux avoir un truc qui pète à la hausse parce que le cours du token, il augmente, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. Si le cours du token, il est à 6 000 ou 7 000 balles, vous allez voir que les frais de l'Ether, ils vont répéter. Donc, du coup, oui, store of value, ça prend de la valeur, mais de l'autre côté, en termes d'utilisation et de use case en tant que plateforme, ça pue la merde, tu l'utilises plus. Bitcoin, pourquoi ça a aussi bien performé? Parce que tu peux rien en faire de ton BTC. Tu peux rien en faire. Tu t'essaies de faire du lending, tu vas le prêter à Celsius, tu vas le prêter à des plateformes centralisées qui vont te le perdre et tu vas te faire liquider tes trucs. Ça n'est pas fait pour ça. Et c'est peut-être justement parce que tu pouvais pas l'utiliser qu'on s'est rendu compte que il y avait un intérêt en termes de réserve de valeur. Parce que si tu n'en fais rien, bah, tu buy and hold, quoi. Bitcoin Cash, l'objectif, c'était de répondre à la vision de peer-to-peer Electronic Cash System de Satoshi, colporté justement par Roger Ver. Alors oui, on peut faire des transactions, on peut faire des trucs, mais regarde le prix. Regarde le prix. Donc en fait, c'est le vrai questionnement pour moi, c'est qu'à un moment donné, Ether devra choisir. Est-ce que on part sur la store of value et ils veulent garder ça quand ils parlaient du scénario de l'ultra sound money? C'était ça, hein, c'est dire ah bah tiens, Bitcoin capé à 21 millions, c'est super. Nous, on va avoir même un token qui va être un coin qui va être déflationniste, encore mieux. Bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'autres store of value. Et je pense que la vraie plus-value de l'Ether, ça sera sur son aptitude à vendre de l'espace de bloc. Tu auras besoin de l'Ether pour participer en fait à tout à l'écosystème. C'est une pieuvre avec plein de tentacules. Et je pense que sa plus-value, elle est là. Mais c'est des vrais questionnements. Hein. C'est des vrais questionnements sur ça. Bon les gars, j'espère que ça vous aura plu. Faites péter la barre des likes, commentez, partagez, retweetez, allez sur Twitter, mettez des likes de partout si vous êtes sur YouTube ou vice-versa. Faites-nous monter dans l'algo, ça nous aide énormément. Ceux qui veulent réserver un appel avec nous, vous avez la possibilité de le faire dans la section commentaires. Vous avez un lien pour pouvoir échanger avec nous et si vous avez besoin et envie qu'on vous accompagne à aller plus loin, si on peut le faire, n'hésitez pas. Vous avez nos 2 autres chaînes YouTube, Théo Aventure Crypto, la mienne Éternel étudiant, pour ceux que ça intéresse. Et puis, ceux qui veulent aller plus loin, donc qui veulent profiter de ces périodes-là pour se former, qui veulent être autonomes, qui veulent avoir une stratégie, une méthode, étape par étape, pour vous permettre d'être autonome et indépendant dans vos investissements en crypto et de profiter de la crypto sur les 30 prochaines années. Vous avez le programme Crypto Investisseur avec le lien dans la description. Et ceux qui veulent profiter de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant et se faire accompagner durant tout le cycle, vous avez le programme d'accompagnement. Vous avez le lien dans la description avec à chaque fois une vidéo explicative si ça vous intéresse. Merci à tous et à très bientôt. Salut.